nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. En attendant les 2 tables rondes qui vont donc avoir lieu, animées par notre ami Yves Tréhard, que chacun connaît, éminent représentant d'un journal bien connu, Le Figaro, eh bien, nous allons avoir Romain Rivaton qui va nous faire un exposé. Robert Rivaton est un économiste en pointe, jeune économiste, qui monte, on ne sait pas où il va aller, qui a écrit des choses très intéressantes. Et c'est parce qu'il a écrit des choses intéressantes et parce qu'il dit des choses intéressantes que nous l'avons invité à ce congrès. Donc je remercie vraiment Robin d'être venu aujourd'hui. Et sans plus tarder, je lui passe la parole en attendant que Yves la prenne en suivant. Merci en tout cas à tous les deux et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès. Bonjour à tous et à toutes. Donc pour en finir avec le French bashing, tout un programme, je vous propose d'abord de remonter un peu dans le temps pour savoir à quand ça remonte le French bashing. Et en fait, quand on remonte un peu dans le temps, on va remonter jusqu'au 23 février 2000, en haut de la bulle Internet. Et à ce moment-là, il y avait une du Financial Times qui disait que la France était la locomotive de l'Europe. C'est l'époque des cagnottes. C'est l'époque où la France faisait 3,5% de croissance par an. On fait 0,2 l'année dernière, on fait 1% cette année. Entre 98 et 99, on avait fait 3,4% et 3,5%. Donc un rythme 7 fois plus rapide. Cette époque-là, c'est l'époque où les Français ont une confiance incroyable en eux. Pour 3/4 des Français, l'avenir sera plus radieux, demain sera plus radieux qu'aujourd'hui. Les jeunes ont une incroyable confiance en eux, beaucoup plus que la plupart de leurs comparses et de leurs camarades européens. Et cette époque-là, on peut continuer, c'est l'époque où les grands groupes français privatisés conquièrent des positions internationales. C'est l'époque où France Télécom va racheter Orange au Royaume-Uni, pendant qu'en Allemagne, Bertelsmann se fait dévorer par Vodafone. Et on peut multiplier encore une fois ces exemples, c'est l'époque où la France est triomphante. Et cette époque-là, c'est pas si lointain au final. C'était il y a 15 ans. Alors 15 ans, c'est à la fois court, mais c'est pas si très loin dans le temps. Et donc je pense qu'on peut revenir là-dessus. Et en fait, qu'est-ce qui se passe depuis cette époque un peu dorée, cette époque bénite du début des années 2000 ? Eh ben, c'est un long déclin avec une multiplication d'une littérature effectivement décliniste, une littérature qui prospère en annonçant la fin du pays, en annonçant sa condamnation dans les oubliettes de l'histoire. Et chaque année, on voit se multiplier le nombre d'essais qui nous annoncent le suicide, la fin absolue de ce pays. Est-ce que c'est véritable ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à gratter ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller voir et de vérifier si l'état du pays est aussi dépressif qu'on nous le dit ? Dans la littérature décliniste, en général, une fois qu'on a bien dit que le pays était condamné, on cherche des coupables, on cherche des responsables. Et pour une partie d'entre vous qui est des professions médicales, vous allez voir que le diagnostic est souvent d'origine médicale. Donc on nous dit que les Français ont une phobie de la mondialisation. On nous dit que les Français font un malaise avec le capitalisme. On nous dit que les Français ont une maladie avec la mondialisation ou l'entreprise. Et donc on a tout un diagnostic fait par l'ensemble des médecins en chef du déclinisme français qui nous annonce une condamnation de ce pays. Et on pourrait les croire. Quand vous voyez que le Wall Street Journal on ne peut plus sérieux, fait un jour une manchette de sa une sur le fait que la SNCF doit raboter ses quais de train pour accueillir de nouveaux TER, on peut se dire que vraiment on a atteint un point où il est très difficile de se relever. Eh bien non. En fait, la thèse principale de l'essai que j'avais écrit et dont parlait le président, c'était de dire que la France est prête. Les Français sont prêts au changement. Les Français ont beaucoup évolué en une quinzaine d'années et on a aujourd'hui des Français qui sont très loin de l'image de réfractaires, de gens qui refuseraient le changement. Et au final, cet argument dont on nous dit que les Français sont très opposés au changement, que les Français refusent d'évoluer, que les Français refusent la mondialisation, au final, cet argument-là, c'est la meilleure des protections pour tous les gens qui ne veulent pas changer. C'est la meilleure des protections d'invoquer à chaque fois la déchirure du tissu social, la fracture sociale potentielle, les crises potentielles. C'est la meilleure des protections pour ne rien faire. Et quand on regarde la réalité, quand on regarde ce que font les Français, quand on regarde ce que font les entreprises françaises, les grandes, les petites, les moyennes, on voit une France très différente de celle qu'on nous décrit en permanence. On voit une France qui évolue, une France qui bouge, et une France qui a considérablement changé sur un ensemble de perceptions et de comportements.
Et ça va être la thèse principale de ce petit exposé, ça va être d'étudier ce changement des comportements des Français sur 4 grandes dimensions. La première des dimensions, c'est le changement des rapports des Français au travail. On a parlé un peu, le rapport a considérablement changé. Qu'est-ce qui s'est passé en une quinzaine d'années? On a un marché du travail qui a complètement explosé. La flexibilité a gagné. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le taux de rotation, le nombre d'emplois détruits par rapport au nombre d'emplois créés, est de 15% par an. Chaque année, la France détruit 2 millions d'emplois. Elle en recrée quasiment autant, mais 2 millions d'emplois disparaissent. Et donc, il y a une rotation très rapide des effectifs. Le taux de rotation, en l'espace de 20 ans, a été multiplié par 3,5. Les gens ont accepté la flexibilisation du marché du travail. Le modèle très linéaire de l'emploi stable, la vie dans une seule entreprise, a cédé la place à un modèle beaucoup plus éclaté, dont parlait Madame la Ministre, et ça a été accepté de manière très rapide, et ça a été accepté par l'ensemble de la population. Mieux encore, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la société française a changé son rapport au risque. Et donc on a vu un rapport naître, un nouveau rapport à l'indépendance, à l'entrepreneuriat. Il faut savoir, quand on interroge les Français, avec l'ensemble des Européens, pour savoir ce qu'ils pensent du travail salarié et du travail indépendant, les Français sont ceux qui se déclarent le plus en faveur du travail indépendant. 40% des Français préfèrent être indépendants plutôt que salariés. C'est 30% en Allemagne, c'est 32% au Royaume-Uni, c'est 22% en Suède. La France est le champion d'Europe en termes de l'indépendance vis-à-vis du salarié. Et encore, avant la crise, ce rapport-là était de 54%. 54%, une majorité de Français souhaitaient être indépendants plutôt que salariés. Alors on pourrait se dire que ce n'est que des chiffres et qu'au-delà des intentions, il y a aussi les comportements. Et bien ça se voit aussi sur les comportements. Le taux de création d'entreprises, y compris des micro-entreprises, y compris de l'auto-entrepreneuriat, c'est quand même très largement augmenté ces dernières années, même si là, depuis la crise, il stagne un peu. Mais on a vu une très forte augmentation. Et cette motivation, elle se retrouve à tous les niveaux à l'ensemble de la population. Chez les jeunes, évidemment, où aujourd'hui, il y a vraiment un changement considérable du rapport au travail. Il y a une volonté de devenir un entrepreneur. Il faut savoir qu'en 2002, la France avait le bonnet d'âne en termes d'intention entrepreneuriale. Seulement 3% des Français voulaient créer une entreprise dans les 36 prochains mois. C'est un grand sondage mondial qui est fait chaque année par un institut américain. 3% des Français en 2002. En 2014, 12 ans plus tard, c'est 15% des Français qui veulent créer une entreprise. Une multiplication par 5 du nombre de Français qui souhaitent créer leur entreprise en l'espace de 10 ans. On estime aujourd'hui qu'effectivement 3 millions de Français, dont plus de 2 millions seraient partis en moins de 10 ans, sont partis à l'étranger. On peut voir ça d'une manière très négative en se disant que c'est une catastrophe, parce que si les gens sont partis à l'étranger, c'est autant de ressources vives qui ne sont plus chez nous. On peut le voir aussi avec le côté positif. C'est qu'enfin, une partie des Français a compris l'intérêt d'aller à l'étranger, a compris la nécessité aussi de connaître ce monde-là, a compris la nécessité de rapporter des savoir-faire dans notre pays, et c'est ouvert au monde. Donc la vieille thèse de la France qui était phobique de la mondialisation, qui était complètement malade et paralysée vis-à-vis des autres pays, a complètement changé. Et il faut savoir que quand une personne part à l'étranger, il raconte ce qui se passe à l'étranger à 5, 6, 10, 15, 20 personnes qui sont restées ici. Et donc, il a un impact considérable pour expliquer ce qui se passe à l'étranger aux personnes qui sont restées en France. Un autre facteur d'explication qui est peut-être un peu plus subtil, que les gens ont moins vu, mais c'est que la France a eu le plus largement possible et le plus tôt possible un réseau Internet haut débit. Et qui dit réseau Internet haut débit, dit vidéo, et qui dit vidéo, dit accès à ce qui se passe à l'étranger. Parce qu'il faut reconnaître que parfois les médias français, et on ne voudrait pas, Yves, ont parfois un regard un peu franco-français sur le traitement de l'actualité et ont parfois ne montraient pas toujours ce qui se passait dans les autres pays. Et donc quand même, l'ensemble de ce mouvement et le fait que les gens à la fois soient partis massivement et à la fois qu'on ait une meilleure connaissance de ce qui se passe dans les autres pays, nous a quelque peu déniaisé, si vous me permettez l'expression, nous a quelque peu ouvert les yeux sur l'état réel de la France et la nécessité de changer, la nécessité d'évoluer face à ce que d'autres pays avaient fait déjà, avaient accepté dans les années 90 ou au début des années 2000, que ce soit nos pays des voisins européens, Allemagne, Pays-Bas et autres, ou que ce soit des pays plus lointains qui avaient fait des changements considérables de leur structure socio-économique que nous n'avions pas réalisés. Et donc ça c'est le deuxième point, c'est une France qui est beaucoup moins phobique de la mondialisation, qui refuse beaucoup moins cette mondialisation et qui même sur notre
dernier retard dans ce domaine, qui est une maîtrise de l'anglais qui reste plus ou moins déficiente, en tout cas beaucoup moins bonne que nos voisins. Même à ce niveau-là, c'est en train d'évoluer et on voit qu'aujourd'hui, la France est un des pays européens qui consomme le plus de biens culturels en langue étrangère et que le niveau de maîtrise de l'anglais recommence à progresser, notamment chez les plus jeunes générations. Le troisième point, le troisième endroit où l'opinion française a évolué, où la culture française a évolué, et c'est là où on voit une France beaucoup moins décliniste et beaucoup moins en déclin que celle qu'on veut bien nous présenter, c'est le rapport à la technologie. La France a longtemps entretenu un rapport plutôt favorable à la technologie. On a quand même un des pays d'invention où un grand nombre d'inventions qui ont marqué le monde moderne ont été faites ici. Et parfois, on peut avoir l'impression que le pays s'est quelque peu grippé vis-à-vis de cette dynamique de l'innovation, que le pays a un peu oublié ses fondamentaux et les a négligés. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'il y a une minorité très représentée qui effectivement lutte assez férocement, sans doute avec un antiscientisme très présent contre la science, contre le progrès technologique. Mais quand on regarde ce que pense l'ensemble des Français, on voit une France qui est beaucoup moins frileuse que ce qui est annoncé. Quand on interroge les Européens dans des études qui sont faites par la Commission européenne, ce qu'on appelle les eurobaromètres, quand on interroge les Européens pour savoir s'ils sont intéressés par les découvertes scientifiques et les progrès technologiques, les Français se classent les troisièmes d'Europe, après les Suédois et les Néerlandais, pour dire qu'ils sont les plus intéressés par les découvertes scientifiques. Et je pense que la fameuse devise qui était inscrite sur le pavillon des nations lors de l'exposition universelle de 1889, qui était de dire que le progrès est la lumière des nations, les Français ne l'ont pas complètement oublié. Je pense que quand on voit la capacité des jeunes Français à créer, quand on voit la capacité à innover, quand on sait que la communauté des développeurs français, développeurs informatiques français, est la deuxième communauté de développeurs aux États-Unis, dans la Silicon Valley, et la deuxième communauté de développeurs étrangers à Pékin, qui est le nouveau hub technologique de l'Asie, on voit très bien que cette capacité-là n'a pas été oubliée. Quand on a des gens aussi qualifiés que Xavier Mosquet, qui a été un Français qui a été appelé auprès d'Obama pour restructurer la filière automobile américaine, qui était en profonde déshérence après la crise des subprimes. Ce personne-là, qui travaillait pour un consultant en stratégie, a dit que les Français étaient parfaitement capables de s'insérer dans la mondialisation grâce à un esprit systémique, une capacité créative et de fortes capacités analytiques. Et je pense qu'il a entièrement raison. Et ces capacités-là sont encore très largement reconnues à l'échelle mondiale, avec aussi une volonté, une capacité à absorber l'innovation. Parce que vous pouvez créer de l'innovation, vous pouvez aussi l'absorber. Et il faut savoir que la France est un marché test pour un très grand nombre de multinationales. Dans l'agroalimentaire, dans les produits de consommation, dans les produits technologiques, on teste des produits en France pour ensuite les répliquer à l'étranger. Que ce soit du Coca-Cola au McDonald's, en passant par un certain nombre de produits ménagers, ils sont testés en France parce que la France est un pays qui est assez appétant au progrès, à l'innovation en général et à l'invention. Donc je pense qu'on n'a pas complètement perdu cette chose-là. Il suffit aujourd'hui de voir la fameuse French Tech et l'ensemble de l'évolution de multiplication du nombre de start-up dans nos villes et dans nos capitales. Il faut savoir que le premier incubateur à Paris a ouvert en 2008. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, on compte 100 000 mètres carrés d'incubateurs à Paris. On aura le plus grand incubateur d'Europe bientôt, qui va accueillir 1000 start-up à la Alfrécinet sous l'investissement de Xavier Niel. Et donc, on a vraiment aujourd'hui un mouvement qui s'est mis en place et qui montre que ce rapport des Français à la technologie, il est toujours présent, encore de manière très, très importante. Le dernier point, c'est un rapport à l'État qui a été modifié. Je pense que pendant très longtemps, on a voulu faire croire aux Français, et avec un peu de facilité, que l'État pouvait tout. Et donc on se souvient de cette déclaration d'un Premier ministre qui ne lui a pas forcément porté chance, mais qui a déclaré que l'État ne pouvait pas tout. Peut-être qu'il n'avait pas été entendu à l'époque, mais aujourd'hui, son message est finalement passé. Il a fallu un peu de temps. Mais le temps des grandes idéologies où public et privé s'opposaient, où pendant les repas de famille, l'école publique et l'école privée pouvaient se rencontrer de manière un peu conflictuelle, ce temps-là est quand même considérablement passé. On voit aujourd'hui qu'il y a un rapport beaucoup plus, quelque part plus sain, plus consumériste, mais aussi qui demande plus d'efficience à l'État. Les gens sont beaucoup plus dans une démarche
non pas idéologique de savoir si c'est public ou privé, mais si c'est efficace, si c'est efficient. Quand je mets 1 euro dans la machine, est-ce qu'à la sortie, est-ce que mon euro il est efficace? Quand j'ai doublé la dépense d'investissement dans l'éducation, est-ce qu'à la sortie, le niveau a doublé? Et donc c'est l'ensemble de ce rapport qui a été réévalué avec aujourd'hui des questions assez prégnantes sur la qualité et l'efficience du service public. Il faut savoir que, alors que la France consacre une partie très importante de sa dépense publique au service public, elle a un des taux de satisfaction au service public beaucoup plus faible que la plupart des autres pays européens. Donc il y a cette question de l'efficience qui se pose. Et donc, quand parfois le service public ne répond pas aux besoins des gens, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est se retourner vers des services différents qui existent. Et c'est tout le succès aujourd'hui dont on parle beaucoup, mais de l'économie associative, de l'économie collaborative, qui, quelque part, trouve aussi en partie ses racines là-dedans, parce que les gens ne trouvent pas forcément dans le service public ce qu'ils recherchaient par le passé. Et donc, voilà, à travers ce petit tableau, on voit les 4 grandes mutations d'une société française qui est beaucoup moins figée, beaucoup moins crispée qu'on ne pouvait penser par le passé. Le célèbre sociologue Michel Crozier disait qu'on ne change pas la société par décret. Il disait que voilà, l'État a beau faire des décrets, a beau essayer d'imposer par des lois, mais il n'arrive pas à changer la société, et qu'au final, c'est la culture fondamentale des individus qui permettra d'impulser le changement. Quoi qu'en disent les législateurs, quoi qu'on veuille faire les politiques. Et aujourd'hui, le changement, il est là. Aujourd'hui, les Français sentent qu'il faut changer, ils ont envie de changer, et il n'y a rien de plus anxiogène, de plus angoissant que de sentir qu'il faut changer et de sentir que rien ne change. C'est vraiment une situation très compliquée qui tend les personnes et qui est assez difficile et angoissante. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une majorité, une très grande majorité des gens qui sont prêts à accepter ce changement, qui ont évolué sur un certain nombre de dimensions de leur rapport à la société en général, et qui aujourd'hui tentent de mettre en adéquation les structures socio-économiques, comme le disait en partie la ministre, de mettre en adéquation les structures socio-économiques avec cette volonté de changement, avec ces nouveaux comportements de nos concitoyens. Et c'est à ce titre-là que c'est en général quand la société change d'elle-même qu'on a les meilleures surprises. Et je pense que le bon exemple, juste pour faire une petite conclusion historique, parce qu'au final l'histoire est très cyclique, au début des années 1870, la France était vraiment au plus mal. Vraiment très mal. On venait de perdre l'Alsace-Lorraine, on venait de consacrer 1 an de PIB de production de richesse sous forme de tribut de guerre à l'Allemagne. Et on pourrait continuer, il y a une crise économique qui balayait l'Europe, il y a des banques qui tombaient à Paris, le vignoble français a été ravagé. Et en 1887, c'est la seule fois de l'histoire de notre République où les politiques étaient tellement décrédibilisés qu'un président de la République, Jules Grévy, a démissionné. On pourrait se dire, dans un contexte aussi catastrophique, les finances publiques étaient dans un état passablement indélicat, puisque les intérêts de dette représentaient 30% du budget national. Aujourd'hui, c'est 11%, donc c'est pour vous donner un peu la différence de rapport. Et donc, dans un contexte aussi difficile, on pouvait difficilement s'attendre à un rebond. Mais en fait, il s'est avéré qu'entre 1870 et 1910, la société française a considérablement évolué. Et d'une société qui était relativement quelque part archaïque, qui avait encore un très grand poids de la paysannerie, la société a beaucoup évolué et a fait émerger toute une génération d'entrepreneurs, toute une génération de petites, de grandes, de moyennes entreprises qui ont refondé dans plein de secteurs ce qui seront des champions de demain. C'est ces gens-là qui ont inventé toute l'aviation moderne, ces gens-là qui ont inventé le cinéma, ces gens-là qui ont inventé l'électricité moderne, avec la France qui a pris le leadership sur l'ensemble des inventions électriques de 1890 à 1910. Ces gens-là qui ont fait que la France avait la première industrie automobile mondiale en 1920. L'idée, c'est pas de se complaire dans le passé, mais c'est juste de voir que quand le changement vient des individus eux-mêmes, quand le changement vient de la société, qui n'est pas décidé par en haut, par des gens qui vous disent « vous devez changer », en général, il est beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace que quand on nous le dit. Voilà, merci pour tout.